Levittown. Rien que le nom, ça évoque quelque chose, non? Pour des millions de personnes après la guerre, c'était le symbole même du rêve américain. Sa propre maison, une famille, une communauté bien à soi. Mais voilà, derrière cette image de carte postale se cache une histoire bien plus compliquée. Une histoire de division, de conflit qui a profondément marqué l'Amérique moderne. Alors, pour bien comprendre cette histoire fascinante, on va la décortiquer en 5 parties. On va commencer par la naissance quasi instantanée de cette ville, puis on verra comment elle est devenue le plan directeur de la banlieue moderne, sa politique très stricte d'exclusion, la crise qui a tout fait basculer, et enfin le double héritage qu'elle nous a laissé. Ok, première partie, une ville est née. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La Seconde Guerre mondiale est finie. Les soldats rentrent par millions. Ils veulent fonder une famille, avoir une vie normale. Le problème, et il est énorme, c'est qu'il n'y a nulle part où loger tout ce monde. C'est là qu'une entreprise, Leavitt & Sons, arrive avec une idée qui va s'avérer révolutionnaire. Cette phrase, tirée d'un documentaire de 1952, résume parfaitement le choc. Des champs d'épinards et quelques semaines plus tard, une ville. Il faut s'imaginer des milliers d'hectares de terres agricoles en Pennsylvanie se transformer quasiment du jour au lendemain en une ville pour 60 000 personnes. La vitesse de construction était tout simplement hallucinante. Et le clou du spectacle, c'était le prix, 10 500 $. Pour une maison neuve, avec tout l'électroménager inclus, pour les vétérans, c'était souvent sans même avoir à verser un acompte. D'un seul coup, le rêve d'être propriétaire n'était plus un rêve lointain, mais une réalité à portée de main. Ça a complètement changé la vie de toute une génération. Alors, la question que tout le monde se posait, c'était « mais comment font-ils ? Comment les frères Leavitt ont-ils pu construire une ville entière si vite et pour si peu cher ?» Eh bien, la réponse se trouve dans une méthode de construction totalement novatrice. En fait, ils ont tout simplement appliqué à la construction le principe de la chaîne de montage d'Henry Ford. C'était une machine de guerre. Chaque équipe d'ouvriers était spécialisée dans une seule et unique tâche et passait de maison en maison. Au pic de la production, le rythme était fou. Une nouvelle maison était terminée toutes les 16 minutes. Mais attention, ils ne construisaient pas juste des maisons. Ils vendaient un mode de vie, un package complet. Tout était pensé et planifié. Des centres commerciaux, des terrains réservés pour 18 églises, une école dans chaque quartier, des terrains de baseball, 5 piscines, tout ce dont une jeune famille pouvait rêver était là. On en arrive à la 3e partie. Et c'est là que l'image idyllique commence à se fissurer. Parce que sous cette surface parfaite, il y avait une règle de fer, qui déterminait qui avait le droit ou non de faire partie de ce rêve. Cette phrase, c'est William Leavitt lui-même qui l'a prononcée. C'est direct, brutal, et ça ne laisse aucune place au doute. Le rêve américain qu'il vendait à des milliers de familles reposait sur un principe d'exclusion. Noir sur blanc, les contrats de vente stipulaient qu'il était interdit de vendre ou même de louer une maison à des personnes qui n'étaient pas de race caucasienne. Évidemment, une telle politique ne pouvait pas durer éternellement. Elle allait forcément, à un moment ou à un autre, se heurter à la réalité. Et ce moment est arrivé en août 1957, quand une famille a osé défier l'interdit, déclenchant une crise qui a secoué toute la communauté. Voici William et Daisy Myers. Lui est un vétéran de l'armée, technicien de laboratoire. Elle est diplômée de l'université. Avec leurs 3 enfants, ils incarnent la famille parfaite de Levittown. Ils cochent toutes les cases, sauf une, la seule qui comptait pour les promoteurs, la couleur de leur peau. L'arrivée des Myers a provoqué un véritable séisme. La communauté s'est fracturée en 2. D'un côté, la panique. La valeur de nos maisons va s'effondrer. De l'autre, un message d'espoir. Enfin, notre communauté va ressembler un peu plus à l'Amérique. Du jour au lendemain, des voisins sont devenus des ennemis. Il fallait choisir son camp. Cette citation d'une résidente de l'époque est assez terrible, mais elle révèle bien les peurs qui ont saisi une partie de la population. Au-delà des questions d'argent, il y avait cette angoisse profonde, viscérale, liée au statut social et, comme on l'entend ici, à la peur de la mixité. Heureusement, il y avait l'autre son de cloche. Pour d'autres habitants, cette arrivée n'était pas du tout une menace, mais au contraire une opportunité. C'était une occasion pour Levittown de se montrer à la hauteur des idéaux démocratiques de l'Amérique, de devenir une communauté vraiment ouverte sur le monde. La situation a très vite dégénéré. On est passé des mots aux actes. Une pierre a été lancée à travers la fenêtre de la maison des Myers. Des foules hostiles se sont rassemblées devant chez eux, les harcelant jour et nuit. Des rumeurs folles ont circulé. Heureusement, des groupes comme les Quakers leur ont apporté leur soutien. La tension était telle que l'État de Pennsylvanie a dû intervenir pour protéger la famille, parlant d'une conspiration diabolique. On arrive à la dernière partie, l'héritage.
Les événements de 1957 ont laissé une cicatrice indélébile. Et pour vraiment en mesurer l'impact, le plus parlant est de comparer le destin de Levittown en Pennsylvanie avec celui d'une autre Levittown, sa ville sœur, construite juste de l'autre côté de la rivière. Cette autre ville, c'est Levittown, dans le New Jersey. Et là, il y a une différence fondamentale. Dès sa création en 1960, un procès a forcé la ville à être intégrée. Pas de clause d'exclusion. Les acheteurs noirs avaient le droit d'acheter une maison, point final. Et cette différence au départ va entraîner des conséquences absolument énormes. Regardez ces chiffres, ils sont sans appel. 50 ans plus tard, en 2010, Levittown, Pennsylvanie, est toujours une ville blanche à environ 90%. Pendant ce temps, à Willingboro, dans le New Jersey, c'est exactement l'inverse. La population est devenue majoritairement afro-américaine à près de 73%. Deux villes jumelles, deux destins radicalement opposés. On a donc l'histoire de deux banlieues, construites par le même homme, sur les mêmes plans, mais qui sont devenues les symboles des deux visages de la ségrégation en Amérique. D'un côté, une résistance violente à l'intégration, de l'autre, le phénomène de la fuite des Blancs, c'est-à-dire le départ massif des résidents blancs à mesure que des familles noires emménageaient. Au final, toute cette histoire de Levittown nous laisse avec cette question. Elle a été posée dans un documentaire en 1957, mais elle est d'une actualité brûlante. Comment une communauté accueille-t-elle de nouveaux voisins ? Est-ce dans la dignité et la paix ou dans la violence et la panique ? Cela nous rappelle que construire une maison, c'est finalement assez simple. Mais construire une communauté juste et inclusive, ça, c'est le défi de toute une vie. On est en 1979. Une simple panne mécanique dans une centrale nucléaire en Pennsylvanie, et voilà que ça déclenche une crise nationale. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'accident de Three Mile Island, qui reste le pire incident nucléaire commercial de toute l'histoire des États-Unis. Pour toutes les communautés qui vivaient là autour, ces immenses tours de refroidissement, c'était juste une partie du paysage. Elles symbolisaient vraiment le progrès, cette promesse de haute technologie et d'une énergie propre et pas chère. Mais voilà, fin mars 1979, cette tranquillité a complètement volé en éclats. Du jour au lendemain, cette petite communauté s'est retrouvée au cœur d'une crise nationale qui allait durer 5 jours. 5 jours d'angoisse pure. Alors comment est-ce que tout ça a pu commencer ? Eh bien, le désastre n'a pas débuté avec une explosion spectaculaire, non, mais avec une banale défaillance mécanique. Au petit matin du 28 mars, Et c'est là qu'une réaction en chaîne fatale s'est enclenchée. Une toute petite vanne qui ne se referme pas comme elle devrait, et à cause de ça, l'eau de refroidissement, qui est essentielle, commence à s'échapper du cœur du réacteur, qui lui se met à surchauffer dangereusement. Donc à cette défaillance mécanique vient s'ajouter une erreur humaine. Et pas n'importe laquelle, une erreur vraiment critique. Les opérateurs, ils sont complètement submergés par des informations contradictoires et ils prennent la pire décision possible, ils coupent le système d'urgence, le seul système qui était conçu pour sauver la centrale. Et à l'intérieur de la salle de contrôle, ce mélange explosif de panne mécanique et d'erreurs humaines va très vite transformer la situation en un chaos indescriptible. Il faut s'imaginer la scène. Des centaines d'alarmes qui se déclenchent, des klaxons qui hurlent. C'était une véritable cacophonie, une avalanche d'informations qu'il était juste impossible pour les opérateurs de gérer en temps réel. au milieu de tout ce chaos, les techniciens, qui étaient obligés de porter des masques à gaz à cause des fuites radioactives, luttaient désespérément pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Et pendant que les responsables assuraient au public que tout était maîtrisé, la réalité à l'intérieur de la centrale était bien plus grave. Ça crée un fossé énorme et dangereux entre la perception du public et ce qui se passait vraiment. Tout ça a créé ce qu'on pourrait appeler un brouillard de la guerre. Obtenir une information fiable était quasiment impossible, ce qui a mené, forcément, à des décisions complètement erronées. Cette confusion, elle va atteindre son point culminant le vendredi 30 mars, quand on fait une nouvelle découverte absolument terrifiante. Ça a déclenché un débat complètement fou parmi les ingénieurs de la commission de réglementation nucléaire. La question était simple et glaçante. Est-ce que cette bulle pouvait se mélanger à de l'oxygène et provoquer une explosion qui pulvériserait toute l'enceinte de confinement ? Le week-end a été un véritable cauchemar. La situation a empiré, menant à une évacuation, même limitée, et à la peur bien réelle d'une catastrophe de très grande ampleur. L'avis d'évacuation du gouverneur, même s'il ne concernait qu'une partie de la population, a provoqué une vague de panique générale. Les gens ne savaient plus qui croire. Résultat, plus de 140 000 habitants, terrorisés, ont tout simplement décidé de fuir par leurs propres moyens. Le timing était d'une ironie tragique. Quelques semaines plus tôt, le film « Le syndrome chinois » était sorti, un film qui décrivait une catastrophe nucléaire fictive étrangement similaire. Une peur de cinéma était en train de devenir une possibilité bien réelle, ce qui n'a fait qu'amplifier l'angoisse de tout le monde. Le vrai tournant de la crise, c'est la visite du président Jimmy Carter.
Lui-même ancien ingénieur nucléaire dans la marine, sa présence sur place, calme et compétente, a été un message de confiance crucial qui a vraiment aidé à désamorcer la crise et à rassurer une population terrifiée. Une fois la crise immédiate passée, la plus grosse question restait en suspens. Que s'était-il vraiment passé à l'intérieur de ce réacteur ? On a appris plus tard que la peur de cette explosion d'hydrogène était en fait une fausse alerte, tout ça à cause d'un mauvais calcul. Mais l'étendue réelle des dégâts à l'intérieur du réacteur, ça, c'était encore un mystère très inquiétant. C'était le fameux scénario du syndrome chinois que tout le monde redoutait. L'idée que le cœur du réacteur puisse fondre et traverser la base en béton de la centrale. Il a fallu attendre 3 ans. 3 ans avant que la vérité ne commence enfin à faire surface lorsqu'une caméra robotisée a pu être descendue dans le cœur endommagé. Et les images étaient pires que tout ce qu'on avait pu imaginer. Près de 20 tonnes d'uranium en fusion, une véritable rivière de combustible nucléaire fondu s'était déversée et accumulée au fond de la cuve du réacteur. Le verdict était donc officiel et sans appel. Le pire scénario, juste avant la rupture totale du confinement, s'était bel et bien produit. Les conséquences de 3 Mile Island ont été profondes, durables. Ça a changé pour toujours le visage de l'énergie nucléaire aux États-Unis. Cet événement nous rappelle de manière brutale l'immense puissance, mais aussi les dangers immenses de la technologie nucléaire. Et aujourd'hui, alors que le monde entier fait face aux défis du changement climatique et cherche désespérément des sources d'énergie propres, l'héritage de 3 Mile Island nous force à nous poser une question difficile. Comment trouver l'équilibre entre la promesse de l'énergie nucléaire et ses risques potentiellement catastrophiques ?